Aux États-Unis, le cheerleading est une véritable institution. Des milliers de jeunes s'entraînent chaque semaine pour intégrer les meilleures équipes, décrocher des titres nationaux et, pour certains, faire carrière dans une discipline où quelques secondes de performance peuvent représenter des années de travail. En France, cet univers reste relativement méconnu, mais en 2020, Netflix allait le faire découvrir au monde entier avec Cheer, une série documentaire consacrée à l'équipe du Navarro College et à son emblématique entraîneuse Monica Aldama. Pendant que des millions de spectateurs découvrent une équipe soudée, ambitieuse et presque parfaite, quelque chose est déjà en train de se jouer derrière les caméras. Et lorsque les premières affaires éclatent entre accusations concernant des mineurs, violences et soupçons de dissimulation, l'image de Navarro va commencer à s'effondrer. Tu vois ce moment où tu te retrouves à scroller sans trop savoir pourquoi? Tu regardes une vidéo d'une mouette volant le sandwich à un touriste sur la plage, puis celle d'un lion qui marche au ralenti avec une musique dramatique, l'air de dominer le monde, et tu t'identifies. Et là tu tombes sur un chat qui a l'air de diriger un gang de caïds face à un pauvre chien complètement dépassé, et pendant 5 secondes, t'es investi à 200%. Est-ce que le chien va s'en sortir? Est-ce que le chat va reprendre le contrôle du quartier? Puis tu passes à la vidéo suivante. Évidemment, t'as déjà oublié cette affaire capitale. Bienvenue dans les profondeurs infinies du scrolling. Et si je te disais qu'une partie de ce temps passé sur ton téléphone pouvait être utilisée autrement? Pas pour faire quelque chose de compliqué, mais simplement en jouant à des jeux ou en testant des applications que tu aurais peut-être déjà envie de découvrir, tout en récupérant quelques récompenses au passage. Je t'explique et je te présente mon acolyte du jour, Freecash. Sur l'application Freecash, tu peux retrouver différentes offres, notamment des jeux. Tu choisis une mission, tu télécharges le jeu, tu progresses selon les objectifs demandés. En fait, tu joues normal, juste te prends pas la tête. Et Freecash suit ton avancée pour savoir quand les étapes sont validées. Il faut simplement penser à activer le suivi des applications. Sinon, tu joues uniquement pour la gloire. Là, par exemple, je peux voir les différentes offres disponibles, les récompenses associées et suivre mon évolution directement depuis l'application. Et si tu te dis que c'est trop beau pour être honnête, le fonctionnement est en réalité très simple. Les marques dépensent énormément d'argent en publicité afin d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais plutôt que de payer uniquement pour des pubs que les gens vont parfois ignorer, ces marques peuvent rémunérer directement les utilisateurs qui testent leurs applications, découvrent leurs jeux ou réalisent certaines missions. En gros, au lieu de passer du temps sur un jeu ou une application sans rien obtenir en retour, là, tu peux recevoir des récompenses pour ta participation. Petite précision, Freecash n'est pas une méthode pour devenir riche, ni quelque chose qui va remplacer un salaire, entendons-nous bien. L'idée, c'est simplement de récupérer des récompenses en faisant certaines activités que tu fais sûrement déjà sur ton téléphone. Si tu as déjà l'habitude de jouer sur ton téléphone pendant une pause ou dans les transports, là, tu peux découvrir des offres et du coup gratter quelques récompenses. Si tu as besoin de signes de confiance avant de te lancer, tu peux également regarder les avis des utilisateurs sur Trustpilot ainsi que les retours de la communauté. Et sache qu'une fois que tu as atteint le seuil minimum de retrait de 25 €, tu peux demander ton paiement via les différentes options disponibles sur la plateforme. Et avec mon lien que je te mets en barre d'infos, mais également le QR code là qui s'affiche à l'écran, tu peux recevoir un bonus de 10 € après avoir terminé ta première offre. Ne me remercie pas. Merci Freecash d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti avec le sujet du jour. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheerleading. C'est un domaine que j'adore. Je rêvais d'être américaine rien que pour être cheerleader et je l'ai été. J'ai pris des cours de pom-pom girls il y a longtemps, pas très longtemps, mais j'ai encore mes pompons dans mon placard. C'est très précieux. Mes pompons, j'adorais ça.
Le peu de temps que j'en ai fait, j'ai adoré ça. Du coup, voilà, je voulais vous faire une vidéo sur le cheerleading et je suis tombée sur plusieurs scandales. Il y avait notamment aussi l'histoire des Fab Five. On en a fait même un film de ça. Mais voilà, je trouvais l'histoire de Cheer, le documentaire Netflix, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus glauque. Donc voilà, j'ai porté mon choix là-dessus. J'espère que ce style de vidéo va vous plaire. C'est parti. Le Navarro College possédait déjà l'un des palmarès les plus vertigineux du sport universitaire américain, comptant 14 titres nationaux et 5 titres de Grand National Champion, comme ils disent là-bas. C'est en 2000 qu'il y a le premier sacre. Monica Aldama prend la tête de l'équipe en 1995. Après 5 ans de restructuration, Navarro s'impose en 2000, 2003, 2004, 2006 et 2007 et vient ensuite l'ère de la domination absolue. C'est le début de la série historique. En remportant l'édition 2009, Navarro lance une série ininterrompue de victoires qui va durer jusqu'en 2015. 7 ans de domination sans partage dans leur catégorie et en 2012, c'est le record absolu, Navarro réalise un doublé historique. L'équipe est sacrée Grand National Champion, signifiant qu'elle a obtenu la note absolue la plus élevée de toutes les universités américaines confondues au-delà de sa jeune division Junior College. Elle établit à cette occasion le score le plus élevé de toute l'histoire de la National Cheerleaders Association, la NCA, et après avoir concédé la victoire à son grand rival, TVCC, en 2016 et 2017, Navarro récupère sa couronne en 2018 et c'est en 2019 que Netflix va s'intéresser donc à cette école et en faire donc une série documentaire. Donc 2019 commence le tournage. L'équipe remporte son 4e titre national dans sa division, une victoire en apothéose qui sert de conclusion à la première saison du documentaire. Et quant à la coach Monica Aldama, elle n'était pas à la base destinée à devenir coach. Elle a grandi à Corsicana après avoir quitté l'Alabama à l'âge de 6 ans, puis étudié la finance à l'Université du Texas et obtenu un MBA à UT Tyler. Elle envisageait même de travailler à Wall Street. Puis après un passage professionnel à Dallas, elle décide de rester à Corsicana avec son amour de lycée. Et c'est un ami, assistant coach de baseball à Navarro, qui lui suggère de postuler au poste vacant de coach de cheer et d'enseigner les maths. Elle accepte alors qu'elle n'avait absolument pas prévu cette carrière et elle applique au cheer ce qu'elle a appris dans le business. Donc, recherche, organisation, préparation, analyse des scores, management, travail méthodique. Elle appelle ça le smart cheerleading. Donc, son objectif est très clair, devenir le meilleur programme de cheer du pays. Monica s'est investie corps et âme dans sa mission avec 2 objectifs en tête, remporter des championnats nationaux et faire connaître Navarro College. Donc, il ne fait aucun doute que Monica a également propulsé Navarro sur le devant de la scène. Avant la diffusion de l'émission sur Netflix, la grande majorité des Américains n'avaient jamais entendu parler de Navarro ni de la petite ville de Corsicana. Aujourd'hui, c'est l'équipe de cheerleading dont on parle le plus à travers le monde et Corsicana est devenue une véritable destination touristique. Lors de la première diffusion de l'émission, Monica voyait chaque jour des bus entiers de visiteurs arriver sur le campus. Il y en a même qui avaient fait le voyage depuis la Belgique pour visiter le campus. Donc, sous sa direction, l'équipe s'étoffa et gagna en puissance. L'une des innovations de Monica consista à concevoir des chorégraphies optimisées pour maximiser les notes des juges à Daytona, une sorte de money ball appliquée au cheerleading universitaire. Donc, elle remporta son premier championnat national en 2000 et cette année-là d'ailleurs, il y a la comédie American Girls qui est sortie avec Kristen Dunst et Elisa Dushku. Ça a connu un immense succès au box-office et le film justement a capturé tout le faste et l'énergie du cheerleading de compétition, marquant durablement l'imaginaire de la jeune génération. Au cours de la décennie suivante, la discipline a connu un essor fulgurant. Des clubs de cheerleading lucratifs s'implantèrent aux côtés des salles de gymnastique et de danse, tandis que des cheerleadrities, donc des stars du cheerleading, rassemblaient des audiences considérables à l'ère nouvelle de YouTube et de Facebook.
Facebook. Et tout a commencé par un email, un après-midi d'automne en 2017. Il provenait d'un producteur nommé Omar Bustos. Il souhaitait créer une série documentaire sur le cheerleading et il était fasciné par la véritable dynastie que Monica Aldama avait bâtie au Navarro College, qui est aussi quand même un établissement d'enseignement supérieur, situé donc dans la petite ville de Corsicana. C'est à environ 80 km au nord de Dallas, donc c'est au Texas. Alors au début, Monica était sceptique, très attachée à sa vie privée. Elle trouvait l'idée de s'exposer au monde entier quelque peu intimidante. Pourtant, elle en avait assez des clichés qui collaient à ce sport, à savoir cette image de cheerleader populaire agitant des pompons pour encourager les équipes depuis le bord du terrain. Et elle voulait que le public découvre la réalité du cheerleading de compétition. Elle tenait à mettre en lumière le travail acharné et les efforts quotidiens qu'exige l'une des disciplines sportives les plus méconnues et sous-estimées qui soient. Donc cette volonté a fini par l'emporter sur ses réticences à voir sa vie exposée sur les écrans du monde entier. Donc elle a pris contact avec le département des sports de Navarro, ce qui a fini par déboucher sur une conférence téléphonique avec Greg Whiteley, celui qui sera donc le réalisateur et créateur de l'émission. Une équipe de tournage s'est donc rendue à Corsicana en février 2018 pour filmer quelques jours d'entraînement dans le cadre d'un projet pilote. Netflix a acquis le programme et la suite appartient à l'histoire. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Il a suffi d'un email et d'une décision pour changer non seulement la vie de Monica Aldama, mais aussi la perception du public à l'égard de ce sport qui rythmait son existence depuis qu'elle était une jeune pom-pom girl à Corsicana. Le tournage a lieu de janvier à avril 2019 avec l'équipe de production installée à Corsicana et lors de la sortie de la première saison de Cheer le 8 janvier 2020, Monica est passée du statut d'entraîneuse reconnue et respectée dans le milieu du cheerleading à celui de célébrité incontournable, connue désormais dans le monde entier. Elle ne s'attendait pas à ce que l'émission soit vue par un aussi large public et encore moins par des stars de premier plan telles que Kendall Jenner, Reese Witherspoon et même Billie Eilish. Et ce qui a encore plus aidé à propulser Cheer, c'est la pandémie. Il est sorti pile pendant les périodes de confinement. Donc là, tout le monde avait le temps de squatter la télé et donc cette émission. Donc avec la pandémie, c'est devenu un véritable phénomène. Cette docu-série addictive a bousculé le cliché de la pom-pom girl blonde un peu écervelée. Loin d'être des enfants privilégiés, ces jeunes étaient des marginaux en quête d'un foyer. Dans un pays profondément divisé, Cheer offrait un portrait bienveillant et naturellement diversifié d'une petite ville où la messe du dimanche et des hommes gays exubérants pouvaient cohabiter en toute harmonie. En tant que pilier moral de l'émission, Monica se montrait à la fois ferme et compatissante. Bien ancrée dans la maturité, elle savait rayonner d'une chaleur maternelle quand la situation l'exigeait, tout en recadrant fermement ses troupes lorsque c'était nécessaire. « Je prendrais une balle pour elle », a même confié face caméra Morgan Simianer, une jolie petite brune qui occupe le poste de flyer, c'est la voltigeuse propulsée dans les airs. Donc cette loyauté allait bien au-delà de la simple victoire à Daytona. Scène après scène, on voit Monica prôner la valeur de l'éducation, assister aux cours, étudier sérieusement, noter ses rendez-vous dans un agenda. Elle incarnait donc ces vertus intemporelles que sont l'autonomie, le sens des responsabilités et le soutien indéfectible à son équipe. Et dès cette première saison, un nom se démarque largement des autres, Jerry Harris, un jeune prodige solaire mais à l'enfance douloureuse. Toutefois, Jerry n'était pas le seul cheerleader au passé poignant. Les protagonistes de Cheer se livraient avec une franchise rare. On a par exemple Lexi Brombach, l'enfant terrible qui canalisait sa rébellion adolescente à travers l'acrobatie, ou encore Ladarius Marshall, un jeune homme au vécu difficile mais au charisme fou qui s'est hissé hors de la pauvreté. Il aurait été donc bien mesquin de ne pas souhaiter leur réussite. Donc cette émission Netflix a été qualifiée d'époustouflante et a reçu une pluie d'éloges pour la manière dont elle explore cette discipline compétitive, ainsi que le parcours de ses étudiants prêts à se propulser dans les airs en bravant la gravité pour atteindre les sommets de leur discipline. Et en parlant de succès, justement, ça a été un tourbillon ininterrompu d'apparitions dans des émissions comme celle du Ellen DeGeneres Show, une prestation dans Danse avec
avec les stars. Ensuite, il y a eu le tournage de la 2e saison, l'écriture d'un livre, une tournée nationale avec la toute première troupe de cheerleaders professionnels à se produire sur scène. Toutefois, ils ont quand même été filmés 12 heures par jour et elle trouve que ça ne correspondait pas tout à fait à ce qui se passait réellement. Elle dit que l'émission a davantage mis l'accent sur les chutes que sur les mesures de sécurité rigoureuses mises en place par son équipe, mais elle estime quand même que l'expérience cheer en valait la peine. L'émission a fait découvrir l'univers du cheerleading de compétition à un public qui ignorait tout des qualités athlétiques, de la ténacité, des larmes et de la préparation nécessaire à ses performances. Et c'était donc, rappelez-vous, à l'origine, précisément son objectif. Depuis la diffusion, Monica a reçu une multitude de messages de la part d'acteurs du milieu du cheerleading, la remerciant d'avoir fait connaître ce sport à ceux qui ne le comprenaient pas. Donc ces personnes qui réduisaient les cheerleaders à de simples meneurs d'ambiance scolaire, qui tapent dans les mains, qui chantent et qui sautent dans les airs avec des pompons. Donc on considère ou non comme un sport, ces athlètes sont plus forts et plus endurants que ceux de bien d'autres disciplines qualifiées de sport. Personne ne peut leur enlever cela, a affirmé Monica. Je pense que ça a permis au public de prendre conscience non seulement des capacités athlétiques de ces sportifs, mais aussi de leur engagement et du travail acharné qu'ils fournissent au quotidien. Après la diffusion de l'émission, l'enthousiasme de Jerry Harris a fait de lui un favori du public et lui ainsi que ses camarades sont devenus instantanément des célébrités. Aux côtés de ses coéquipiers, Jerry est apparu dans The Ellen DeGeneres Show, également dans l'émission Today. Il a même rencontré Oprah lors d'une étape de sa tournée. Il a également officié en tant que correspondant pour Ellen lors de la cérémonie des Oscars en 2020, s'entretenant non seulement avec Brad Pitt et Billie Eilish, mais aussi avec Mindy Kaling et Idina Menzel. Il a même échangé avec le président Joe Biden sur Instagram. Sa célébrité a atteint des sommets vertigineux. Il semblait faire l'unanimité, tout le monde l'adorait, c'était vraiment le chouchou de l'émission. Mais en moins d'un an, tout a basculé. En septembre 2020, Jerry, alors âgé de 19 ans, a été arrêté par le FBI après avoir été accusé d'abus par 2 frères jumeaux de 13 ans. Et tout ce drame a été évoqué justement dans la saison 2 de Cheer. Il y a eu un épisode justement consacré à la chute de Jerry. On voit l'un des jumeaux déclarer « Je veux être à l'origine du changement dans le monde du cheerleading ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon une plainte, les procureurs fédéraux ont indiqué que Jerry avait reconnu avoir demandé à maintes reprises des vidéos et des images intimes à un adolescent mineur entre décembre 2018 et mars 2020. Donc ça concernait les jumeaux. Jerry a d'abord été inculpé d'un seul chef d'accusation de production de porno infantile, mais en décembre 2020, il a été mis en examen pour d'autres chefs d'accusation d'inconduite S dans l'Illinois, en Floride et au Texas. Donc, d'après l'acte d'accusation, Jerry aurait sollicité des faveurs intimes auprès de mineurs lors de compétitions de cheerleading et aurait convaincu des adolescents de lui envoyer des photos et des vidéos obscènes d'eux-mêmes. Voilà. Par la suite, donc en février 2022, il a plaidé coupable de 2 des 7 chefs d'accusation de crimes retenus contre lui. Il a reconnu avoir incité un adolescent de 17 ans à lui envoyer des photos à caractère intime en échange d'argent et s'être rendu en Floride dans le but d'avoir des relations intimes avec un adolescent de 15 ans. Les procureurs ont abandonné les 5 autres chefs d'accusation dans le cadre d'un accord de plaider coupable et le mémoire complet relatif à la peine indiquait que Jerry avait utilisé son statut de cheerleader de compétition, son image sur les réseaux sociaux et par la suite sa célébrité et son argent pour persuader et inciter ces jeunes victimes à se livrer à des actes intimement explicites pour lui ou avec lui. Donc les avocats de la défense ont fait valoir que l'ancien cheerleader, puisque du coup là c'est fini, avait une enfance traumatisante et qu'il avait subi lui-même des agressions intimes lorsqu'il était enfant. Ces avocats ont même écrit le traumatisme qu'il a vécu
vécu durant son enfance a banalisé à ses yeux une conception faussée de ce qu'étaient les relations appropriées. Personne n'était là pour le défendre lorsqu'il a été agressé alors qu'il était mineur. Il est reconnaissant qu'il en aille autrement pour les victimes de cette affaire, à l'égard desquelles il éprouve un profond remords. Donc oui, les procureurs fédéraux ont reconnu que l'enfance de Jerry constituait une circonstance atténuante, mais ils ont quand même déclaré, bien que l'enfance de Jerry ait été très difficile, elle ne lui donnait pas carte blanche pour commettre des infractions S sur des mineurs. Oui, quand même. Donc en juillet 2022, un juge fédéral le condamne à 12 ans de prison, assorti d'une période de 8 ans de liberté surveillée. Et avant de connaître sa peine, Jerry a présenté ses excuses à ses victimes en déclarant « Je suis profondément désolé pour tous les traumatismes que mes abus vous ont causés. Je prie du plus profond de moi-même pour que vos souffrances prennent fin. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'apprends encore qui je suis et quelle est ma raison d'être. » Donc là, les téléspectateurs ont été sous le choc, tout comme les fans, mais ce sont surtout les coéquipiers et les amis de Jerry qui ont été sidérés. Et la deuxième saison de Cheer n'a pas cherché pour le coup à éluder ce fait. La saison 2 commence notamment par les conséquences de l'arrestation de Jerry, puis revient chronologiquement à janvier 2020. Et la force justement de cette saison 2, c'est que il est très humain en fait ce documentaire. On découvre que la vie personnelle de ces athlètes elle est très difficile. Leurs entraînements sont vraiment durs, on les voit vomir parce qu'ils n'en peuvent plus. Clairement, là, ce n'est pas du tout une version romancée de cet univers. Cheer traite en profondeur les accusations, notamment à travers l'interview déchirante des jumeaux Charlie et Sam, les premiers à avoir osé déposer une plainte à l'encontre de Jerry. Ces derniers y racontent en détail leur expérience avec lui sur Snapchat et comment il s'est attaqué à l'un d'eux dans les toilettes lors d'un événement sportif. Ils confient également leur réticence initiale à témoigner car Jerry était admiré de tous et on a justement l'avocate des jumeaux qui déclare « Il était adorable. On ne connaît jamais vraiment une personne si on ne sait pas qui elle est en privé. » Donc Charlie et Sam évoquent le réconfort qu'ils trouvaient dans le cheerleading, un univers auquel ils ont dû renoncer après avoir dénoncé les messages envoyés par Jerry ainsi que ses tentatives d'agression lors d'événements et leur avocate explique combien de mois ont été nécessaires pour que les garçons lui confient d'abord ce qui s'était passé, puis déposent des signalements auprès des organisations de cheerleading concernées. Des signalements donc qui ont fini par être pris en compte pour finalement être balayés d'un revers de main, la poussant alors à contacter la presse et le FBI. Plus déchirant encore, Charlie et Sam racontent comment ils ont tenté de poursuivre le cheerleading par la suite pour finalement se heurter à des regards hostiles et devenir la cible de rumeurs. Ils se sont sentis tellement mal à l'aise, tellement différents et tellement isolés. Pourtant, lorsqu'on leur demande s'ils regrettent d'avoir pris la parole, Charlie et Sam répondent à l'unisson non. Et s'ils en avaient l'occasion, ils le referaient encore. Donc c'est quand même fou de se dire que l'organisme de cheerleading n'a pas voulu prendre en compte leur signalement, quoi. C'est chaud. Les anciens coéquipiers de Jerry, eux, ils ont vécu son absence comme un deuil. Bon, Monica, elle craque carrément devant les caméras avant de demander une pause. Elle dit « Nous avons eu une réunion d'équipe ce soir-là et ça ressemblait vraiment à des funérailles. Je n'avais jamais vu les jeunes pleurer comme ça. » Mais elle aussi, son image va commencer à se fissurer. Tout à l'heure, je vous ai évoqué un certain Ladarius Marshall, très proche de Monica. Il la considérait quasiment comme une mère. Puis, après le succès de Cheer, saison 1, leur relation s'est brutalement dégradée. Le conflit éclatait notamment pendant l'absence de Monica. Elle était partie participer à Danse avec les stars en 2020 et Ladarius est alors entré en conflit avec l'assistante qui l'a remplacée, Kaylee Peppers. Puis il a quitté Navarro et il a accusé Monica de ne pas l'avoir soutenue et d'avoir eu un comportement qu'il qualifie d'abusif. Bon, Monica a contesté ces accusations et affirme au contraire avoir énormément fait pour lui et surtout, Ladarius est lui-même un survivant d'abus S durant son enfance. Donc quand il apprend les accusations contre Jerry, sa réaction est particulièrement forte. Donc il y a eu déjà cette petite friction avec Monica et sur internet, certains critiquaient ouvertement sa façon d'entraîner.
trop de blessures au goût de certains. Beaucoup s'en prenaient à ses longs cheveux raides et à sa manucure, sa French manucure, démodée. Et bien avant le scandale de Geri, on la traitait de garce, d'égocentrique, de manipulatrice désespérée, recueillant des oiseaux blessés sous son aile. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ça avait été un homme, le traitement aurait été pareil? Il n'aurait certainement pas fait l'objet d'un tel examen minutieux. Oui, elle passait des savons à ses élèves. Ses accès de colère pouvaient être effrayants, peut-être parce qu'elle affichait d'ordinaire un calme imperturbable. Et un ancien athlète se souvenait du jour où elle l'avait exclu de l'équipe après avoir senti une odeur d'alcool dans son gobelet, alors qu'il répétait une figure périlleuse. D'ailleurs, Marshall a plus tard évoqué cet incident sur TikTok. Dans sa version, Monica avait également étranglé l'étudiant à main nue, sauf que le concerné est intervenu dans les commentaires pour dire que les choses ne s'étaient pas du tout passées comme ça, et du coup Marshall l'a bloqué. Donc il y avait vraiment une dent contre Monica Marshall à ce moment-là, donc ça a bien aidé à fracturer son image, du moins à renforcer l'idée qu'elle était trop dure. Et en évoquant la fin de Cheer, il n'y a eu que 2 saisons, Monica semblait partagée entre déception et soulagement. Quelques semaines plus tôt à peine, elle avait remporté une victoire décisive à Daytona, mais comme l'équipe de tournage de Netflix n'était pas présente pour immortaliser l'événement, les fans n'ont pas vu l'équipe renaître de ses cendres. Cette fin signifiait aussi la fin des caméras et une pause bienvenue, loin des projecteurs, et elle déclarait: je le vis bien, c'est la volonté de Dieu, à propos de l'arrêt de l'émission. Ce que Monica par contre ignorait, c'est que les rebondissements n'étaient pas terminés. Un nouveau scandale couvait qui allait devenir le combat de sa carrière. Un jour, elle est dans un salon de coiffure, en train de se faire coiffer. On est l'après-midi du 26 avril 2023, lorsqu'une personne du service des ressources humaines du Navarro College l'appelle pour l'informer qu'une action en justice au civil vient d'être intentée par Maddie Lane, une ancienne membre de l'équipe de cheerleading du Navarro College, qui affirme avoir été agressée intimement par un coéquipier en septembre 2021. Donc la plainte vise l'agresseur présumé, le Navarro College et l'entraîneuse principale, donc Monica Aldama. Alors selon Maddie Lane, les membres expérimentés et certains entraîneurs utilisaient notamment leur position pour pousser les nouvelles recrues à participer à des fêtes, faire des courses et accepter des faveurs intimes. La plainte affirme surtout que ce qui lui serait arrivé n'était pas un incident isolé. Les responsables auraient été au courant d'une culture de harcèlement de violence intime et d'intimidation, mais aurait fermé les yeux au lieu de signaler les faits ou d'enquêter. Donc selon cette version, Maddie Lane était plutôt à l'écart de cette ambiance festive. Elle était très studieuse, elle rendait régulièrement visite à son petit ami qui étudiait à Hillsborough et partageait sa chambre avec Emma Donvito, elle aussi nouvelle recrue. Et cette Emma Donvito, de son côté, sortait avec un cheerleader expérimenté, Will Hernandez. Et donc ce qui est détaillé dans sa plainte, c'est qu'en septembre 2021, un soir, sa coloc serait rentrée d'une fête après avoir embrassé un certain Salvo Amico, un cheerleader italien. Elle aurait ensuite voulu retourner le chercher pour le ramener au dortoir, et donc Maddie l'aurait accompagné parce qu'il était tard et qu'elle ne voulait pas que sa colocataire traverse seule le campus. Et à leur retour, le petit ami Hernandez les attendait. Le petit groupe est entré dans la chambre et selon la plainte, l'Italien, donc Amico, aurait ensuite rejoint Maddie dans son lit et elle affirme qu'il a commencé à lui retirer ses vêtements malgré ses protestations. Il l'a touchée, alors qu'elle criait d'arrêter avant qu'elle ne parvienne finalement à le repousser et à lui ordonner de partir. Mais c'est justement là que le dossier devient beaucoup plus complexe parce que les autres personnes présentes dans la chambre racontent une histoire très différente. Donc on a Don Vito et Hernandez, la coloc et le petit copain, qui ont affirmé à la police que Maddie n'avait pas crié. Selon eux, la chambre était tellement petite qu'ils auraient forcément
forcément entendu des cris. Sa coloc soutient également qu'Amiko avait simplement rejoint Maddie dans son lit et que les deux couples avaient ensuite vaqué chacun à leurs occupations. Et le rapport de police relevait par ailleurs plusieurs incohérences dans le récit de Maddie. Elle avait notamment déclaré être partie chercher Amiko vers 4h du matin, alors que les caméras de surveillance les avaient enregistrées à 1h47. Elle affirmait également qu'Hernandez, le petit copain, les attendait devant la chambre à leur retour, alors que les images le montraient déjà dans le bâtiment avant même leur départ. La coloc Don Vito a affirmé que l'idée d'aller chercher Amiko venait de Maddie, pas d'elle-même. Et il y avait un autre élément, c'est qu'elle se souvenait de Maddie comme étant particulièrement désorientée ce soir-là. Donc après avoir rendu visite à son petit ami à Hillsborough, Maddie lui aurait dit avoir consommé des bonbons au cannabis, pour ça qu'elle était un peu désorientée. Et avant de sortir de la résidence, sa coloc l'aurait même filmé en train d'essayer de vomir avec Stacy Artigué. Désolée pour les prononciations. La scène se serait finalement terminée dans les rires et de son côté, Amiko a toujours nié les accusations et a affirmé que leur relation était consensuelle. C'est pas fini. Toujours dans la plainte, le week-end suivant, lors d'une fête, Maddie affirme que Maddie Brum, une autre Maddie, une cheerleader expérimentée et très respectée, lui aurait conseillé de ne rien dire à Monica Aldama, la coach. Donc selon la plainte, cette Maddie Brum lui aurait dit en substance « Bois un coup pour oublier, c'est ce qu'on fait chez les filles de Navarro. On boit, on ne dit rien à personne. » Et Maddie Lane affirme également que dans les jours qui ont suivi, des cheerleaders masculins auraient été chargés de la suivre afin de s'assurer qu'elle ne parle pas. Puis son petit ami est venu sur le campus avec 3 potes à lui, apparemment pour retrouver Amiko, pour faire quoi, vous en doutez, lui péter la gueule. Une confrontation aurait éclaté avec un autre membre de l'équipe, Stacy Artigué. Le petit copain donc de Maddie Lane a fait l'objet d'une plainte pour agression et un policier lui aurait ordonné de quitter le campus. Selon Maddie Lane, la situation aurait ensuite dégénéré. Elle et son petit ami auraient été suivis par des cheerleaders expérimentés, armés carrément de pistolets, qui les auraient menacés de mort parce qu'ils avaient signalé l'agression. C'est à ce moment-là que Maddie affirme avoir appelé Monica Aldama et selon toujours la plainte, Monica lui aurait répondu « N'en faisons pas toute une histoire, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et je t'aiderai à faire du cheerleading où tu le souhaites. » Quelques jours plus tard, lorsque Maddie Lane a officiellement quitté l'équipe, elle affirme que Monica aurait répété la même promesse. Si elle gardait le silence, elle pourrait continuer à faire du cheerleading où elle le souhaitait. Alors, cette histoire rocambolesque, Monica la nie catégoriquement. Elle dit qu'elle n'a jamais prononcé ces paroles. Elle dit « Je n'ai pas le pouvoir de la faire intégrer dans l'équipe qu'elle veut. Je ne chercherai jamais à faire étouffer une affaire d'agression intime. » Et associer ces deux choses-là, c'est insensé. Donc, elle affirme que lorsqu'elle a appris que Maddie Lane quittait Navarro, elle l'a simplement rencontré dans son bureau pour récupérer son uniforme. La mère et le petit ami de Maddie étaient présent, elle se serait même prise dans les bras et Monica lui aurait souhaité bonne chance. Et donc là, la plainte va prendre une dimension plus large. Maddie Lane affirme que lorsqu'elle a essayé de signaler les faits aux responsables de Navarro et au service de police du campus, on aurait minimisé ce qui s'était passé et tenté de la dissuader de porter plainte. Et toujours, la plainte accuse donc Monica et ses responsables d'avoir été conscients d'une culture de harcèlement S, de violence S et d'intimidation, tout en omettant volontairement d'enquêter sur les accusations ou de les signaler. Elle affirme aussi que le personnel n'était pas correctement formé pour gérer les plaintes d'agression intime, mais Navarro College a rejeté ces accusations. L'établissement a affirmé que la sécurité et le bien-être des enfants constituaient une priorité absolue, qu'il interdisait le harcèlement et les inconduites intimes et qu'il disposait de procédures destinées à traiter ce type de signalement. Et c'est pas tout, pendant donc cette procédure judiciaire, Monica a elle aussi du coup subi de lourdes conséquences. La tournée de cheer prévue cet été-là a été annulée. L'entreprise de bijoux qu'elle avait créée avec Gabby Butler et d'autres membres de l'équipe a fait faillite après 9 mois de travail. Et finalement, l'affaire ne connaîtra même jamais le grand procès que certains imaginaient. Les poursuites visant
Monica Aldama, Michael Landers et Elizabeth Pilans sont retirés de la plainte dès 2023. Donc c'est ceux qui étaient visés par la plainte, donc des supérieurs, etc. Puis en 2024, le dossier opposant Maddie Lane à Navarro College et Salvatore Amico, celui qui l'aurait agressé, est lui aussi finalement clos, sans que les documents publics permettent de savoir précisément dans quelles conditions les parties ont trouvé une issue au litige. On ne sait pas trop comment ils sont arrangés, mais voilà, ça s'est réglé, donc pas de procès. Monica Aldama aura néanmoins quitté Navarro College fin 2023. Après près de 3 décennies à la tête de l'équipe, elle avait toujours nié avoir tenté de faire taire Maddie Lane et avait elle-même engagé des poursuites contre Maddie Lane et USA Cheer après sa suspension, puisqu'elle a été du coup suspendue en tant que coach, sauf qu'il y avait pas de preuve en fait à ce moment-là que c'était vrai en fait ce que racontait Maddie. Alors je vous cache pas que concernant ce chapitre de l'histoire, je suis mitigée parce que quand on voit ce qui s'est passé pour les jumeaux, qu'eux aussi ils n'ont pas voulu entendre parler, etc., je me dis pourquoi pas, c'est peut-être possible finalement ce que raconte Maddie Lane, peut-être pas tout, parce que ceux qui étaient avec elle dans la chambre disent que non, elle a quand même beaucoup modifié certaines choses, les caméras de surveillance montrent que les horaires sont pas bonnes, etc. Bon, après, est-ce qu'elle s'en rappelle pas très bien? Est-ce qu'effectivement elle était un peu stone, donc ça a un peu altéré ses souvenirs? Il peut y avoir une part de vrai, une part de faux. Voilà, les deux peuvent coexister ensemble. Je sais pas. Du coup, je suis mitigée sur cette affaire. Je sais pas si c'est vrai ou faux ce qu'elle raconte. Ou peut-être tout simplement il y a du vrai et du faux. Bon, en tout cas, Monica, donc voilà, Navarro College c'est terminé. Et comme si cette année-là n'avait pas été déjà suffisamment éprouvante pour elle, le 22 janvier 2024, quelque chose qui fait des gros titres, Austin, le fils de la star de Cheer, Monica Aldama, inculpé pour possession de pédononographie. Je vais dire ça comme ça. Ah oui, c'est pas fini. Selon l'acte d'accusation, Austin aurait été accusé d'avoir sciemment détenu ou consulté, dans l'intention de les visionner, des fichiers vidéo représentant des mineurs de moins de 18 ans dans des situations intimes. Les documents judiciaires mentionnaient notamment des victimes âgées de, tenez-vous bien, de 4 et 7 ans. L'affaire aurait donc commencé en juillet 2022 lorsqu'un mandat de perquisition avait été exécuté au domicile des Aldama. Austin a été brièvement placé en détention avant d'être libéré sous engagement personnel avec une caution fixée à $20,000 pour chacun des 10 chefs d'accusation. Sa libération était assortie de plusieurs conditions. Il devait se soumettre à des contrôles de stupéfiants aléatoires, autoriser certaines fouilles de ses appareils électroniques et partout, de son domicile ou son véhicule, et surtout ne pas consulter de contenu nonographique, y compris sur Internet. Mais Austin a toujours nié les accusations. Ses avocats ont publié un communiqué particulièrement ferme qui disait « Soyons parfaitement clairs, Austin est innocent ». Elles affirment que l'attention portée à cette affaire était largement due à la notoriété de sa mère et que les accusations étaient, selon elles, juridiquement infondées. Selon Austin, en fait, un jour, quand une fenêtre est sortie comme ça, il a cliqué. Je sais pas pourquoi il a cliqué, est-ce qu'il voulait regarder, on sait pas quoi, mais bon, toujours est-il que selon lui, c'est des fenêtres comme ça qui ont popé. Il a juste consulté des liens et ça a ouvert des fenêtres comme ça. Et une nouvelle fois, Monica Aldama se retrouvait au centre d'une tempête médiatique pour une affaire qui ne la concernait pas directement, mais qui touchait cette fois son propre fils. Et là, les critiques ne venaient pas seulement des réseaux sociaux ou des médias. Certains de ses propres voisins dans sa ville natale se sont également retournés contre elle et sa famille, mais elle déclare « C'est mon enfant. Je suis tout simplement épuisée de servir de divertissement à tout le monde. » La question que moi je me suis posée, mais j'ai pas trouvé la réponse, c'est qui l'a dénoncé en fait. Comment on a pu savoir qu'il avait ça dans son ordinateur? Il était sous surveillance ou comment ça s'est passé en fait? Pour moi, c'est le gros point d'interrogation. Donc j'ai pas trouvé l'info là-dessus, mais ça m'a quand même beaucoup travaillé cette question, donc je sais pas. Donc, en conclusion de toute cette affaire, ce qu'on peut dire, c'est que Cheer nous avait vendu le rêve des athlètes prêts à tout pour atteindre la perfection, une coach qui les poussait à donner le meilleur d'eux-mêmes et une équipe qui fonctionnait comme une famille. Mais derrière cette image, il y avait aussi des rapports de pouvoir, des dysfonctionnements et des affaires extrêmement graves qui ont fini par éclater au grand jour. Donc ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a vu dans Cheer était faux. Les efforts de ces athlètes étaient bien
réel, hein, leur victoire aussi, et les liens qu'ils avaient créés ne disparaissent pas parce que certaines personnes ont ensuite été accusées de faits graves, mais le documentaire ne racontait qu'une partie de cette réalité. C'est une série qui voulait montrer ce qui se cachait derrière les clichés sur le cheerleading, mais ça nous a aussi rappelé qu'une caméra, aussi présente soit-elle, ne peut jamais tout montrer. Parce qu'une fois les caméras éteintes, les trophées rangés, les projecteurs éteints, il reste toujours une question, qu'est-ce qui se passe réellement derrière le spectacle? Et on a vu que c'était pas très jojo à voir. Voilà les amis, pour cette histoire. Est-ce que vous aviez regardé cette série, Cheer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aviez entendu parler de tous ces scandales? Moi perso, je ne sais pas trop quoi penser de Monica. On a toujours cette image justement des coachs qui piquent des crises, qui sont toujours un peu dans l'extrême quoi, la gagne, mais aussi le côté paternel. Je dis paternel parce qu'on voit souvent des coachs masculins, on voit moins souvent des coachs féminins. Enfin si j'en ai une en tête, c'est celle de Glee. Elle me tue, mais elle est horrible justement dans Glee. Et en même temps, voilà, quand on gratte un peu, elle est pas si... J'allais dire, elle est pas si méchante, mais si, quand même, elle est horrible les 3/4 du temps, quoi. On voit quelques failles d'espoir, mais elle est horrible. Mais je l'adore, c'est mon personnage préféré dans la série Glee. Bref, donc voilà, les méthodes de Monica, j'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. Par contre, les histoires d'abus, je trouve ça abusé que concernant Jerry, les jumeaux, on ait voulu... écarter l'affaire et dire oh, c'est bon, on s'en fout. Je vous dis, c'est le point qui me chagrine en fait par rapport à la plainte de Madeleine. J'ai un doute du coup si elle a menti ou pas. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y en a eu d'autres? Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus propre qu'au cheerleading. Hein. Des scandales dans les milieux sportifs, dans les écoles, dans tous les milieux en fait. Citez-moi un domaine dans lequel il n'y a pas de problème d'agression S, quoi. Je crois que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'on est étonné qu'il y ait des choses comme ça qui s'y passent? Non. Et forcément, en plus, dans des carrières athlétiques comme ça, avec des compétitions prestigieuses et tout, oui, bien sûr qu'on va essayer d'étouffer l'affaire. Les scandales, ça fait jamais bonne pub. Donc, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est choquant, c'est ce Jerry qui était le chouchou de l'émission. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et d'apprendre ça, waouh! Ça a été un peu la douche froide, quoi, le choc. Donc voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore l'univers du cheerleading. Ça n'a rien à voir avec les célébrités, mais c'est quand même, à mon sens, de la culture populaire. Donc pour moi, ça rentre dans ma ligne éditoriale. J'aime tout ce qui touche en fait à la culture pop. Donc c'est pour ça que je voulais inclure le cheerleading. Et je pense que je referai une autre vidéo un jour là-dessus parce qu'il y a encore d'autres scandales, également dans d'autres milieux sportifs. Dès qu'il y a un thème en fait qui m'intéresse là-dessus, je le note dans un coin. Donc je vais voir si ça vous plaît un petit peu ce format-là. De temps en temps, voilà, ça change. Donc n'hésitez pas à me dire, à liker la vidéo, comme d'habitude, les gestes qui sauvent, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vais m'arrêter là. Merci encore Freecash d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien en barre d'infos, également le QR code que je vous mets à l'écran pour tester ce site qui vous permet de récolter des récompenses, des pépettes, juste en jouant à des jeux ou en testant des applis. Avec mon lien, vous avez déjà un bonus de 10 € offert qui s'active avec la première offre. Profitez-en, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.